Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour la partie 2 du bilan de l'année en lecture. Cette fois-ci consacrée non pas au texte fictionnel comme je l'ai annoncé dans la partie 1, mais au texte narratif. Parce que en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quelques textes qui relevaient de l'écriture de soi, à des degrés divers. C'était vraiment difficile de faire un choix, j'ai beaucoup lu cette année. Du coup en fait j'ai vraiment gardé... Enfin, il y a beaucoup de livres que j'ai dû éliminer. J'ai fait une petite liste comme ça, chronologique. Malheureusement, je suis beaucoup trop bordélique pour avoir tous les livres à montrer, comme j'ai pu le faire dans la première vidéo. Et puis il y en a que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc j'essaierai peut-être de faire des incrustations. On verra si ça fonctionne. Et je voulais commencer avec une lecture de janvier qui changera un peu de l'ordinaire, parce qu'il s'agit du 4e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. C'est de la littérature jeunesse, de la littérature de l'imaginaire. En fait, ma petite sœur, qui est adolescente, était en train de lire les 4 tomes de La Passe Miroir et me disait que c'était génial, et du coup elle me les a prêtés au fur et à mesure, et j'aime bien en fait faire des lectures comme ça un petit peu en miroir avec ma petite sœur pour pouvoir en discuter avec elle. Et de fait c'est vraiment de l'excellente littérature jeunesse. Il faut savoir que Christelle Dabos a écrit La Passe Miroir sur un forum d'écriture, chose qui m'a immédiatement plu, qui s'appelle Plume d'Argent, le forum. Et, euh, et que son héroïne, Ophélie, est très intéressante. C'est une jeune fille érudite, un peu renfrognée, pas très jolie, avec une grosse écharpe magique, l'écharpe, et qui préfère fouiller dans l'espèce de musée qu'elle tient que faire la cour au jeune homme. Bon, voilà, c'est chouette et c'est très bien écrit. C'est une série qui est assez complexe du point de vue de la construction narrative. Les sociétés imaginaires, parce qu'il y a tout un système d'arches avec différentes sociétés, donc les sociétés imaginaires créées par l'autrice sont très intéressantes. Du point de vue des configurations sociales, j'ai trouvé que c'était de la bonne observation anthropologique en fait. Donc voilà. Et puis surtout, ça se lit comme du petit lait, hein, La Passe Miroir. Autre lecture de janvier, Les Guerrières de Monique Wittig. Donc ça, c'est un roman qu'elle a écrit en 1969. Et bon, là, 2020, ça a été mon année Wittig. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler de la pensée straight dans le premier volume de vidéo bilan. Et j'en ai vraiment honte parce que c'est un essai que j'ai adoré. Mais Les Guerrières, c'est une application en acte de la part de Wittig d'une tentative d'écriture non sexiste. En fait, dans Les Guerrières, il y a un personnage collectif, donc un elle au pluriel, qui est non caractérisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas des individus qui se détachent du groupe, c'est toujours un groupe qui agit. Et donc, c'est ce personnage collectif de guerrière va mener une guérilla contre le monde des hommes, et va être progressivement rejoint par des jeunes hommes qui vont mener la guérilla avec eux. Donc on a à la fois dans le thème et dans la construction narrative quelque chose de féministe, donc une guérilla en acte. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant. En fait je pense que j'avais jamais lu de texte de fiction dont le personnage était collectif et jamais individualisé. Et j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'elle parvient malgré tout, Monique Wittig, à nous intéresser à ce personnage sans jamais distinguer en fait aucun personnage. Je me suis demandé, enfin j'ai pas trouvé, j'ai cherché s'il y avait des analyses, j'imagine que oui. Je me suis demandé si c'était une manière pour elle de montrer une forme d'horizontalité entre les personnages, comme si les systèmes de hiérarchie étaient nécessairement établis à travers un prisme viriliste de valeurs. Je ne sais pas, c'est peut-être ça. C'était ma théorie. Et puis surtout, Monique Wittig écrit super bien. Il y a des passages magnifiques sur des petites filles qui essayent de ramener des oiseaux auprès des femmes adultes. Et
c'est très très poétique, c'est assez lyrique comme écriture, hein, Monique Wittig. Puis ensuite, un roman lu en avril, La vie mode d'emploi de Pérec. Alors celui-là, il m'a tenu un bon moment en haleine. C'est un texte de 78 qu'on m'avait offert à une pendaison de crémaillère et que j'avais pas encore lu depuis. Je m'étais demandé quand on me l'avait offert si, si on voulait me faire passer un message. La vie mode d'emploi, apprendre à vivre en colocation, je ne sais pas. En tout cas, La vie mode d'emploi, c'est un roman qui concerne un immeuble parisien qui est vu en coupe transversale, comme ça, il y a un petit schéma au début. Et puis on va nous raconter plein de petites anecdotes de tout l'immeuble, comme si en fait le point de vue du narrateur était capable d'embrasser d'un coup tout l'immeuble. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des intrigues très séparées les unes des autres, et puis plein de choses qui se rejoignent par la force des choses, à divers degrés. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant en fait dans ce livre, c'est qu'en fait Pérec a juxtaposé deux manières de raconter les choses. Il y a une manière type roman réaliste du 19e siècle, avec des descriptions à rallonge, et parfois des descriptions qui phagocytent en fait des tonnes de pages. Il va nous décrire une pièce qui est pleine de bazar, et il va nous décrire tous les objets les uns après les autres. On saute des paragraphes, souvent. Et à côté de ça, on a des histoires emboîtées, il y a des emboîtements un petit peu dans tous les sens. C'est un peu le motif du puzzle sur lequel il brode beaucoup au début d'ailleurs. Et pas que au début, enfin, il y a des puzzles partout dans ce bouquin. Et là, on est plus proche vraiment du roman du XVIIIe siècle, du roman picaresque, avec plein d'intrigues enchevêtrées, palpitantes, etc. Et donc finalement, on a quelque chose... On a une rencontre assez intéressante, originale, entre d'une part cette narration effrénée et d'autre part ce temps de pause, d'arrêt sur des super longues descriptions. Et je trouve que finalement ça reflète bien la temporalité de la vie mode d'emploi, qui est à la fois une temporalité figée, comme si on avait une coupe transversale à un moment X, et finalement... si on devait décrire la temporalité, enfin les bornes chronologiques du roman, dire combien de temps a passé entre le début et la fin, on serait bien en peine de le dire, peut-être un jour, peut-être 10 ans. Et d'autre part, en même temps, avec toutes ces histoires emboîtées, on a plein de retours dans le passé des gens de l'immeuble. Donc on a aussi une narration sur le temps long. Et j'ai l'impression que c'est un roman qu'il faudra que je relise un jour. Peut-être que j'ai pas encore très bien compris sa structure narrative, parce qu'il tourne tellement autour du puzzle que je me dis qu'il y a forcément des pièces que j'ai pas réussi à emboîter les unes aux autres. Des tonnes de pièces. Comme si tout était diaboliquement construit et prévu pour qu'on parte à la chasse au trésor. Voilà. Donc c'était un peu ma rencontre avec Pérec. Ensuite, en avril aussi, j'ai lu Les Frères Karamazov de Dostoïevski dans la traduction de Markovitch. C'était l'un des derniers gros romans de Dostoïevski qui me restait à lire. J'essaye d'en lire un tous les 2 ans à peu près pour garder du plaisir. Je reste vraiment sur l'impression que m'a fait l'Idiot, en fait, qui est mon roman préféré de Dostoïevski parce que j'adore le personnage du prince Mushkin. J'adore les personnages christiques en fait. Et donc là, dans Les Frères Karamazov, on a le personnage d'Alyosha qui serait une version peut-être moins aboutie de personnage christique, qui est intéressant quand même, très intéressant, peut-être parce qu'il est moins d'une pièce que le prince dans l'Idiot, je ne sais pas. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais peut-être finalement que c'est un roman de Dostoïevski dont j'arrive pas à avoir d'image mentale précise. Il faudra que je le relise un jour. Voilà. Une lecture du mois de mai, c'était Mais leurs yeux dardaient sur Dieu de Zora Neale Hurston dans la traduction de Sika Fakambi. C'est un texte de 1937 et cette autrice est une autrice afro-américaine dont l'itinéraire est assez impressionnant. Elle était anthropologue, donc vous imaginez une des premières femmes noires anthropologues. Elle a travaillé sous la direction de Frank Boas.
Elle a participé au mouvement de Harlem Renaissance, organisé des groupes féministes dans son université. Elle a fait plein de choses assez impressionnantes. Et dans ce roman-là, elle décrit l'itinéraire d'une jeune fille qui devient femme, etc., qui s'appelle Janie, c'est ça? Oui, c'est ça, Janie. Et qui est une jeune fille noire, et en fait, qui va être élevée par sa grand-mère, puis qui va faire un premier mariage assez malheureux, puis se redécouvrir au moment où elle va rencontrer un jeune homme plus jeune qu'elle, avec lequel elle va s'enfuir. Et en fait, on voit vraiment tous les talents d'anthropologue de l'autrice dans ce roman, parce qu'il y a des observations très fines déjà sur les parlers, qui sont retranscrits. Alors après, dans la traduction, c'est toujours très difficile de traduire des langues très orales et très argotiques, comme c'est le cas ici. Mais c'est assez bien fait. Et il y a plein de petites observations qui recréent vraiment les habitudes de vie de ces communautés noires qui vivaient parfois dans des villages intégralement composés de personnes noires, qui avaient décidé en fait de vivre ensemble et s'autogérer. Et je voulais vous lire un petit extrait, vous allez voir comme c'est beau. Il y a aussi un passage que j'ai adoré, qui est un passage de tempête, magnifique. Et là, en fait, c'est la grand-mère de Janie qui lui parle avant de mourir. Donc vraiment, voilà. Tu sais, chère, nous autres, les personnes de couleur, on n'est rien que des branches sans racines. Et ça fait que les choses, elles nous arrivent toutes croches d'eux-mêmes. Toi surtout. Moi, je suis née en esclavage, il y a un bout, et c'était pas pour moi d'accomplir mes rêves, des choses qu'une femme, elle doit être et faire. Ça, c'est un des empêchements de l'esclavage. Mais toi, il n'y a pas rien qui peut t'empêcher de désirer. Il n'y a personne qu'on peut frapper si t'en bats pour lui voler sa volonté. Moi, je voulais pas ça qu'on m'utilise comme bœuf à besogne ou coche à pourceau. Et je voulais pas ça qu'on utilise ma fille de même. Sûr que c'était pas ma volonté que les choses elles soient arrivées comme elles sont arrivées. J'ai même haï la façon comme t'es venue au monde. Mais veux ou veux pas, j'ai dit Dieu merci et j'ai eu ma seconde chance. Moi, j'avais idée de prêcher un beau sermon sur les femmes de couleur qui se posent là-haut, mais il n'y avait pas aucune chair dressée pour moi. La liberté, elle m'a trouvée avec ma petite bèbe au bras. Alors j'ai dit m'en vais prendre un balai et une marmite et lui ouvrir grand la route au milieu de la broussaille. C'est elle qui allait me faire voir tout ça que je sentais en dedans. Mais va savoir comment elle s'est trouvée perdue sur la grande route, et v'là d'un coup que t'étais au monde. Alors, toutes les nuits que j'étais à prendre soin de toi, j'ai dit comme ça mon sermon, j'ai qu'à le mettre de côté pour toi. Fais que ça fait un bon bout que j'attends, Janie. Mais rien de tout ça que j'ai eu enduré sera jamais de trop, si tant que tu te tiens toujours haute sur la terre comme j'ai rêvé. Ce qui est très beau dans ce sermon, alors il y a vraiment l'idée, j'ai pas eu de chair, d'où parler, parce que j'étais pas une puissante, parce que j'étais une femme, parce que j'étais une femme noire. Mais là, je peux le faire, ce discours que j'ai mûri toute ma vie. Et en fait, la grand-mère de Janie, c'est quelqu'un qui pense qu'on peut racheter en fait l'esclavage par la respectabilité, notamment le mariage chrétien, etc. Et Janie va devoir... Enfin, elle est saisie entre des injonctions contradictoires, parce que le rêve de sa grand-mère, c'était aussi un rêve de rachat. Mais en même temps, est-ce que ces injonctions de respectabilité, c'est la meilleure manière de s'affranchir d'un passé très lourd? Peut-être pas. Et voilà, je trouvais ce discours magnifique. Ensuite, j'ai lu en mai un texte d'Olga Tokarczuk, donc qui a eu le prix Nobel, me semble-t-il, de littérature 2018. Et donc j'ai lu sur les ossements des morts. J'avais lu un peu plus tôt dans l'année Les Enfants Verts, qui est un peu plus anecdotique, qui est très court. Et là, sur Les Ossements des Morts, c'est un roman un peu plus grand, un peu plus ambitieux. Et en fait, bon, c'est l'histoire d'une vieille dame qui vit seule dans un village, en montagne, et qui se donne pour tâche l'hiver de regarder si les maisons du village, qui sont des maisons d'estivants, enfin si tout se passe bien. Et par ailleurs, il va se passer plusieurs choses bizarres.
Elle déteste les braconniers, et puis en fait les braconniers du coin vont mourir les uns après les autres dans des circonstances un peu étranges. Donc on a une atmosphère un petit peu fantastique en fait. On se demande si ce sont les animaux qui ont commis les meurtres. Et bon, c'est pas pour ça en fait que j'ai aimé ce roman. Moi j'ai aimé ce roman parce que j'adore les personnages de vieilles dames lorsqu'ils sont écrits par des autrices. Parce que ce sont des laboratoires formidables de personnages féminins détachés des injonctions masculines. Pardon. Ce ne sont pas des personnages qui sont là pour plaire ou pour séduire. Ce ne sont pas des personnages qui sont là pour servir de faire-valoir à d'autres qui plaisent et séduisent. Et ce ne sont pas des mères, des nourricières. Elle vit toute seule, elle ne s'occupe de personne. Elle aide juste un jeune homme de ses amis à traduire la poésie de William Blake, mais c'est tout. Et en ce sens, moi j'adore ce type de personnage. Je pense aussi à l'émérence de Magda Chashbo dans La Porte, qui est aussi un personnage de femme âgée hyper intéressant. Donc voilà, sur les ossements des morts, si vous avez envie d'un personnage féminin, non stéréotypé, non vu au travers du regard masculin, c'est pas mal du tout. Ensuite, en juin et plus tard dans l'année, en décembre je crois, ou en novembre, j'ai lu 2 livres d'une autrice américaine, Viviane Gornick, que j'ai découverte grâce à un podcast de Fangère. Fangère, c'est un pseudonyme de quelqu'un sur Twitter. Son podcast s'appelle Les Bibliothèques Anonymes. Et donc il y avait une de ses interviewées qui présentait ses auteurs et autrices préférés, sa bibliothèque, son rapport aux livres et tout ça, comme tout le temps dans ce podcast, et qui parlait de Viviane Gornick. Et ça m'a donné très très envie de la découvrir. Donc j'ai lu en juin Attachement féroce, et puis plus tard dans l'année La femme à part. Alors Viviane Gornick, c'est une autrice qui a été journaliste, qui a grandi dans le Bronx, si je me souviens bien, et dans un immeuble où il y avait quasiment que des juifs. Il me semble qu'elle est elle-même en fait d'ascendance juive. Et son écriture, c'est de l'écriture de soi, autobiographique. Voilà pourquoi je ne présente pas que des textes fictionnels aujourd'hui. Et en fait, c'est une marcheuse citadine. Dans Attachement féroce, en fait, elle déambule dans New York. Donc, elle est tout le temps en train de dire « je suis à tel endroit, à tel croisement, etc. » Et en marchant, lui reviennent des souvenirs. Dans Attachement féroce, c'est sa relation avec sa mère, qui est incroyable. Une relation mère-fille bien complexe, comme on les aime. Si vous avez discuté déjà avec vos amis des relations avec leur mère, vous retrouvez là tout un condensé de la complexité de ce type de relation. Et elle marche beaucoup avec sa mère d'ailleurs pendant longtemps. Et c'est l'occasion en fait de refaire un détour par l'enfance, donc dans cet immeuble habité par des femmes juives, de peindre en fait toutes ces femmes-là. Voilà, Attachement féroce, très très beau texte. Et La femme à part, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais peut-être moins, c'est plus centré sur les relations amicales. Et sur la diversité des types de relations amicales. Notamment, elle parle beaucoup d'un de ses amis qui est un incurable pessimiste comme elle. Et du coup, ils ont besoin de se voir une fois par semaine. Plus ce serait trop, parce qu'en fait, ils se minent l'un l'autre, mais en même temps, ils se manquent. Et ils se voient comme un miroir. Et puis voilà, il y a tous les types de relations amicales, mais aussi amoureuses dans La femme à part. Et puis, comme souvent dans ce type de texte fondé sur une même structure, donc là, la marche citadine et puis écriture de soi, entre les deux textes, quand on les lit à peu de temps d'intervalle, il y a beaucoup de ponts, évidemment. Ensuite, lecture de juillet. C'était un bouquin de Marlène Haushofer dans la traduction de Miguel Couffon qui s'appelle Dans la mansarde. C'était la 2e fois que je lisais un bouquin de Marlène Haushofer. La première fois c'était en 2019, j'avais lu Le mur invisible
parce qu'on en avait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, et comme j'aime bien me laisser influencer par les modes littéraires, je l'avais lu aussi. Et en fait, je trouve que l'œuvre de Marlène Haushofer, je parle de son œuvre alors que j'ai lu 2 livres, et qu'elle en a écrit des tas, est super intéressante dans sa construction, parce qu'en fait, entre tous ces livres, enfin en tout cas entre ces deux-là, il y a des effets d'écho très puissants et assez troublants. C'est pas comme dans la comédie humaine où vous allez avoir des personnages récurrents et en fait une trame narrative qui dépasse les romans pris isolément pour tous les englober. Non, en fait, c'est des gros effets d'écho. Dans les 2 livres que j'ai lus, le personnage principal est une femme à peu près de 40 ans, un peu plus, donc au même moment de la vie, c'est-à-dire un moment où ces femmes n'ont plus d'enfants à élever, n'ont plus avec leur mari une relation d'amour passionnel, et donc doivent découvrir une vie dans laquelle une vie dans laquelle elles deviennent centrales, tout simplement, où elles n'ont plus à faire uniquement du care. Et c'est un moment donc de transition à chaque fois. Et en même temps, dans ces 2 romans-là, il y a une histoire de montagne, de cabane de garde-chasse dans la montagne, de choses qui se passent dans cette cabane un peu étrange. Alors, dans le mur invisible, on a un élément fantastique, donc un mur invisible qui vient séparer l'endroit où se trouve la narratrice du reste du monde. Et donc elle est coincée en fait dans sa cabane de garde-chasse. Alors que là, dans la mansarde, l'épisode de la cabane du garde-chasse se trouve dans le passé de la femme, dans sa jeunesse, à un moment où elle avait perdu la voix, me semble-t-il. Enfin, dans les 2 cas, on a ces effets d'écho-là. Et dans la mansarde, j'ai trouvé ce roman très très intéressant. Parce qu'en fait, on a un couple qui vit depuis une vingtaine d'années sur un souvenir traumatique qui fait qu'en fait, ils ont conçu un mode de vie relativement étriqué et très prudent. Parce qu'il ne faut surtout pas repenser à ce qui s'est passé il y a longtemps. On va apprendre graduellement ce qui s'est passé, c'est pas si important que ça. Mais c'est davantage ce mode de vie très prudent qui pourrait paraître mesquin, qui est intéressant dans le roman. Et ça nous installe en fait dans des pensées, dans des habitudes de pensée qui sont très étriquées. C'est étrange en fait. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir accès uniquement à un mode de pensée prudent et étriqué dans un roman. Ou alors c'est vu de l'extérieur, je sais pas. Et je dis sûrement quelque chose de débile. Ensuite, en juillet, j'ai lu mon premier livre de James Baldwin, dont on parlait beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un auteur afro-américain lui aussi. Donc j'ai lu L'homme qui meurt, traduit par Jean Autré, un bouquin de 1970. Et il y a beaucoup de longueur dans ce livre-là, il est assez épais, et puis en fait on se passerait bien de certains passages. Mais il est très intéressant. Alors c'est l'histoire d'un acteur de théâtre qui à un moment va avoir une attaque cardiaque sur scène, et puis ensuite il va être guéri pour ça, et c'est l'occasion pour lui de revenir sur son passé et sur ce qui l'a mené en fait à devenir comédien de théâtre et à devenir une grande gloire aux États-Unis. Alors il se trouve que évidemment cet homme est noir, et donc ce qu'il va raconter en réalité en creux, c'est la manière dont devenir comédien réputé aux États-Unis quand on est noir, c'est 10 fois plus difficile que pour un blanc. Donc il va raconter toutes les embûches auxquelles il s'est trouvé confronté. Il y a des passages qui sont très beaux. On en parlait avec l'ami qui m'a recommandé ce roman. Et qui donne à sentir en fait le rapport à l'espace public quand on est noir, quand on est un jeune homme noir aux États-Unis. C'est-à-dire cette peur de mourir. Cette peur, en fait, quand on voit des policiers surgir, de la mort. Même si on n'a rien fait, qu'on est totalement innocent.
Et voilà, Baldwin en fait est tout à fait, est très très doué pour donner à ressentir ce type de rapport à l'espace. Il y a aussi une scène qui est assez incroyable, je pense que c'est un des morceaux d'écriture du livre. En fait, il est tombé amoureux d'une jeune femme blanche et c'est réciproque. Et il décide un jour de sortir dans la rue en se tenant par la main, enfin de figurer un couple. Et puis en fait, on a une scène de regard de plus en plus hostile et de violence. Et voilà, donc je pense que c'est un roman qui... Alors on peut jamais vivre l'expérience de quelqu'un qui est dans une situation d'oppression. Mais la littérature peut quand même nous donner à sentir, par le biais de l'empathie, certaines situations. Et moi, en lisant James Baldwin, j'ai l'impression de toucher du doigt ce que c'est de craindre pour sa peau quand on sort dans la rue, ou la violence sous-jacente quand on est un homme noir et qu'on sort avec une femme blanche. Voilà. Et ça, c'est très fort. Ensuite, en août, j'ai lu le Pamela de Samuel Richardson, donc roman du XVIIIe siècle, qui a fait couler beaucoup d'encre dans tous les sens du mot, parce qu'en fait, c'est un roman à l'époque qui a été un best-seller, mais qui a aussi été un livre très critiqué, à tel point qu'il y a eu pas mal de réécritures critiques. Alors, c'est quoi l'histoire globalement de Pamela ? Pamela, c'est une jeune domestique. Sa maîtresse lui donne... l'aime beaucoup, l'apprécie pour ses qualités morales. Et donc, comme Pamela est arrivée très jeune dans sa maison, elle va lui apprendre plein de choses, notamment à lire, à écrire. Elle va lui donner finalement une éducation lettrée. Et cette jeune Pamela, très délicate, qui accède à une éducation qui n'est pas de son rang, parce qu'elle vient d'une famille très modeste, se retrouve bien dépourvue quand sa maîtresse meurt et que le nouveau maître, en fait c'est le fils, un très beau jeune homme. Et évidemment, il va courir après la servante parce qu'elle est très jolie et très vertueuse et très inaccessible. Et elle va se refuser à lui. Et ça va donner un énorme roman plein de rebondissements, presque absurde au bout d'un moment, où cette très jeune fille va tenter par tous les moyens de sauvegarder sa vertu. Et donc, c'est vraiment terrible parce qu'on voit aussi toute la violence exercée par les maîtres sur les domestiques, notamment sur les jeunes femmes, parce qu'évidemment, ils disposent de plein de moyens à la contraindre. Enfin, voilà. Donc, je préfère quand même prévenir, c'est un livre qui peut être difficile à lire, parce qu'en fait, il y a des tonnes de tentatives de viol dedans, extrêmement violentes souvent. Et le jeune maître va élaborer plein de stratégies et de ruses pour essayer d'arriver à ses fins, évidemment, jusqu'au mariage. Alors, l'édition que j'avais achetée chez 10-18 était une édition tronquée, parce qu'ils avaient estimé que la fin n'était pas si intéressante que ça, et que ce serait trop épais. Trop de papier, j'en sais rien. J'étais vraiment fâchée par ce choix éditorial, parce qu'on ne trouve pas la traduction sur internet, la traduction française, et donc je n'ai pas pu lire la fin de Pamela. Il faudrait que je la lise en anglais. Et c'est indiqué nulle part en fait quand vous achetez le bouquin. C'est pas indiqué sur la couverture, c'est pas indiqué dans la préface. Juste à un moment ça s'interrompt et on vous prévient pourquoi. Choix éditorial étrange, d'autant plus dans un roman qui s'assume un roman à rebondissements multiples et où on va cultiver le suspense. Globalement, la grande question c'est est-ce qu'ils vont finir par se marier ? Je crois que la réponse est oui. Et c'est ça en fait qui avait vraiment fait rire les lecteurs de l'époque et encore les gens aujourd'hui, c'est que les fins, les happy ends comme ça, c'est pas du tout crédible. Et puis surtout, Pamela va tombe graduellement amoureuse de son persécuteur, alors fantasme masculin, bref. Et du coup, ça avait donné lieu notamment à une réécriture qui s'appelle Shamela par Fieldings,
Et Shamela en fait est une fille vénale qui couche avec tout le monde sauf avec son maître, et puis en fait elle veut se faire épouser parce qu'elle en a après son argent, ce qui n'est pas du tout le cas de Pamela. Mais moi j'ai bien aimé ce roman en fait parce que j'aime les personnages vertueux. J'aime la force morale de cette jeune fille, de cette très jeune fille. Et j'aime qu'elle résiste en fait à ce qui semble un passage presque obligatoire. Voilà. Je trouve ça très beau. Ensuite, en septembre, j'ai lu un petit essai, j'aurais dû le mettre dans la vidéo essai du coup, bon, de Marguerite Duras qui s'appelle Écrire et qui est paru l'année de ma naissance en 1993. C'est l'un des plus beaux textes de Duras que j'ai pu lire. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que Duras c'est assez compliqué. Il y a des textes d'elle qui fonctionnent pas et d'autres qui fonctionnent très bien. Donc Écrire, c'est un texte qui est très ancré dans sa maison, en banlieue parisienne, je sais plus exactement où. Et son rapport à cet espace qui est l'espace personnel, privé, et l'espace de l'écriture. Et ce qui m'a fascinée dans ce texte-là, c'est le rythme. Le rythme du phrasé de Duras qui est juste merveilleux. Alors après, c'est un texte qui est plein d'intuitions romantiques sur l'écriture qui vient du plus profond de soi, etc. C'est toujours un peu compliqué quand on a fait des études littéraires et qu'on a un peu déconstruit en fait ces discours-là, qu'on a analysé d'où ils venaient, à quelle époque ils s'étaient formés et pourquoi. Mais quand on écrit, c'est difficile de ne pas souscrire à ça parce que c'est vraiment les mots qu'on met qu'on met soi-même, je veux dire, sur l'écriture. L'inspiration, etc., c'est quelque chose de très familier aux écrivains, même si c'est un mythe. Voilà. Ensuite, en septembre, j'ai lu le roman Orance de Ahmed Slama. Ahmed Slama qui va bientôt éditer un autre roman chez Publi.net, Marche Frontière. Et en fait, Orance a été publié par une petite maison d'édition, Incipit en W, en 2018, qui depuis a mis la clé sous la porte. Donc c'est pas forcément évident de se le procurer. Moi j'ai réussi, mais voilà. Donc Orance, c'est un des livres que j'ai ici. Ah, j'avais aussi dans la mansarde, j'ai oublié de le montrer. Elles sont jolies les couvertures d'Actes Sud. Hein. Bon, voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un petit extrait du tout début. Orance, c'est la contraction de Oran et errance. Et donc effectivement, ce sont les errances d'un jeune homme dans la ville d'Oran. Le jeune homme erre parmi la mouvance perpétuelle, émulation d'un marché quotidien. La Bastille, son flux continu, des pas, tout autour de lui qui s'esquissent, cabas bourrés de denrées hétéroclites, leurs mouvements de balancier, cabas aux formes vaguement traditionnelles, tressés de plastique multicolore, les éviter, avancer, sol carton boueux où couinent ses semelles, tandis qu'à son bras brinque-balle des sacs plastiques dont les poignets pendent et saluent les badauds au rythme de ses pas, leur texture assez sac, fine et quasi translucide, teintée de bleu ou de gris. Index et pouce en ripent la surface, délie l'un de ses sacs, l'extirpant à ses congénères et dans sa main. À lui, tout tendu en haut, le sac de virevolter, le jeune homme de crier, etc., etc. C'est une écriture qui est haletante, en fait, on a l'impression que la phrase est toujours relancée. Dans le texte, il y a plein de points de suspension, il y a plein de virgules aussi, souvent des virgules en fin de paragraphe et des points de suspension au début. Comme si on était pris dans un long flux qui était celui de l'errance, justement. C'est aussi une écriture qui est très sensuelle, en fait. Là, vous voyez le cabas plastique, la manière dont l'anse est dans la main. C'est toujours un peu comme ça. Et moi, j'adore ce type d'écriture. Donc, ça m'a plu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Okay. Ah oui. Ensuite, en octobre, j'ai lu Les armoires vides de Dany Erno. Et là, je vous renverrai vers la vidéo de la booktubeuse Yalam, qui a consacré une très belle vidéo aux armoires vides. Donc c'est le premier roman de Dany Erno, c'est pas forcément celui que j'ai préféré. Je reste sur Mémoire de fille et les années qui sont, mes préférés.
Mais il m'a frappé pour quelque chose. En fait, Annie Ernaux part de l'avortement qu'elle a subi quand elle était jeune étudiante, à une époque où c'était illégal, donc où c'était compliqué, risqué, douloureux. Et puis ensuite, en plus, elle était enceinte d'un jeune bourgeois qui globalement n'en avait pas grand-chose à faire, et elle venait d'une classe populaire. Hein. Les romans d'Ernaux parlent beaucoup de ce parcours de transfuge de classe. Mais surtout, ce qui est marquant dans Les Armoires vides, c'est l'écriture de la colère. Finalement, c'est rare, les écritures de la colère, non ? Moi, je pense tout de suite à Thomas Bernhard qui fulmine, mais qui est furieux dans ses bouquins. J'adore Thomas Bernhard parce que c'est à la fois furieux et très drôle. Chez Ernaux, dans Les Armoires vides, c'est furieux. C'est pas drôle du tout. Mais c'est ultra puissant. On est emporté dans... En fait, elle est très en colère contre ses parents, contre son milieu d'origine, contre ce fait que toute son éducation, quelque part, l'a amenée sur cette table d'avortement, qui est le moment présent, le moment de la narration. Et en fait, on est sans cesse projeté en arrière dans ce parcours de transfuge de classe, qui a été un parcours violent et douloureux pour celle qui l'a subi, qui a eu honte de l'odeur de Javel sur ses mains quand elle était en classe dans une école un peu huppée, qui a eu honte à plein de moments de son parcours parce qu'elle n'avait pas les bons codes, parce que voilà. Et la violence qu'on est en train de faire à son corps, c'est la violence qu'on lui a faite depuis l'enfance. Puis c'est ça qui transparaît. J'en parle très très mal, mais c'est... Enfin, pour un premier roman, c'est extraordinaire, Les Armoires vides. Je passe. Mais qu'elle va être longue cette vidéo, je vous plains. Je passe à un roman d'Ito Ogawa. En fait, vers la fin de l'année, je suis allée à la bibliothèque et j'ai emprunté plein de romans asiatiques contemporains, notamment japonais et coréens. Parce que la bibliothèque où j'étais avait un bon fond de littérature asiatique contemporaine traduite. Donc Ito Ogawa, c'est une autrice japonaise qui porte le même nom que Yoko Ogawa, que j'aime beaucoup aussi. Le restaurant de l'amour retrouvé, j'ai pris vraiment au hasard. C'est un texte traduit par Myriam Dartois Ako. Et c'est très très beau. C'est compliqué à expliquer ce qui est frappant dans ce roman. Alors en fait, c'est une jeune femme qui vit quelque chose d'absolument traumatisant. Un jour, elle rentre chez elle dans l'appartement qu'elle habite avec son copain, qui est un jeune homme indien, et elle est japonaise. Et quand elle rentre dans l'appartement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun objet, il n'y a plus son copain, il n'y a plus rien, il n'y a même pas un mot pour expliquer ce qui a bien pu se passer. Et ce qui est assez incroyable à ce moment-là, c'est qu'elle va prendre le premier bus pour son village d'enfance qu'elle n'a pas revu depuis très longtemps, et il ne va presque plus jamais être fait mention de ce premier événement traumatique. Mais évidemment, elle habite le texte. Elle perd la voix, et c'est comme en fait si la douleur, le choc vécu était trop fort et trop important pour qu'on n'en reparle jamais. Et ensuite, c'est une jeune femme qui adore cuisiner. Et dans son village d'enfance, elle va retrouver sa mère avec qui elle a une relation compliquée, hein, encore une fois. Et elle va ouvrir un restaurant où elle n'accueille que une table à la fois, donc une personne ou une famille, quoi. Et à chaque fois, elle va faire des repas sur mesure. Et donc, à chaque fois, il y a un entretien avec les personnes, etc. Alors moi, ce que j'ai trouvé très beau dans ce roman, déjà, c'est tout ce rapport à la cuisine. C'est vrai que la cuisine est rarement objet de littérature, alors qu'elle le mérite. D'ailleurs, là, je suis en train de lire un bouquin de Marie Scondé qui s'appelle Mets et merveilles, et qui est une autobiographie par le rapport à la cuisine. C'est vraiment super comme principe de bouquin. Mais voilà, donc on va avoir des scènes incroyables de choix de légumes cultivés. On dirait de l'agriculture raisonnée, locale, j'en sais rien. Et il y a une scène aussi magnifique. Enfin, vraiment, moi je me disais en lisant cette scène, mais c'est vraiment des choses qu'on verrait pas dans la littérature française.
En fait, la mère de cette jeune femme possède une truie, donc une femelle cochon énorme, etc., qui est un animal de compagnie. Et vers la fin du livre, pour une raison ou pour une autre que je ne dis pas parce que je ne veux pas spoiler, elle demande à sa fille de tuer la truie et de la cuisiner. Et la scène en fait où la jeune femme tue la truie, qui était son amie en quelque sorte, hein. C'est comme si vous tuiez votre chien. Et la découpe est une scène incroyablement belle et étrange en même temps. Voilà. Ensuite, en décembre, j'ai lu Bleuet de Maggie Nelson. Donc ma rencontre longtemps repoussée avec Maggie Nelson, longtemps repoussée parce que ça fait plusieurs années qu'on m'en parle et qu'on me dit que ça va me plaire. Mais parfois je retarde dans le temps ce dont on dit que ça va me plaire parce que j'ai un peu peur. C'était une peur totalement injustifiée. Donc Bleuet, c'est un texte de 2009 traduit par Céline Leroy. Et c'était un texte en fragments, donc des fragments qui vont de 1 à 300 quelque chose. Un texte sur la couleur bleue et un texte sur la rupture amoureuse et la dépression. On ne sait pas trop, un peu sur les deux en fait. Et donc, elle a fait d'énormes recherches, d'abord bibliographiques sur la couleur bleue. Donc elle cite beaucoup un texte de Goethe et un texte de Wittgenstein qui ont tous les deux écrit sur les couleurs. C'est extrêmement érudit, c'est plein de références, c'est d'une très grande richesse aussi sur cette question de rapport entre la couleur bleue et la mélancolie. Et puis en fait, le procédé de composition est très beau aussi. Ça m'a rappelé quelque chose. Il y a quelques années, il y avait eu au Petit ou Grand Palais une exposition qui s'appelait Carambolage et qu'il fallait suivre comme ça, linéairement, d'œuvre à œuvre. Et en fait, ce qui donnait sens à l'exposition, c'était pas un thème, une période ou une école artistique, c'était le lien entre l'œuvre 1 et l'œuvre 2, puis entre l'œuvre 2 et l'œuvre 3, etc. En fait, il y avait un petit rapport d'analogie entre chacune des œuvres, mais par exemple, entre l'œuvre 1 et l'œuvre 50, il n'y avait plus aucun rapport. Il fallait faire des tout petits pas pour comprendre quels étaient les rapports d'analogie. Parfois, c'était un objet représenté qui allait être le même. Une couleur, une époque, un thème. Et du coup, c'était une exposition dans laquelle il était super agréable de discuter. On était un peu à la chasse au trésor et on devait essayer de retrouver les rapports d'analogie. Et du coup, ça permettait de voir les œuvres sous des angles originaux. Enfin, j'avais beaucoup aimé cette exposition-là. Et là, j'ai pensé à carambolage parce qu'en fait, tous les fragments sont organisés un peu sur le principe du carambolage. Du fragment 1 au fragment 2, il y a un lien. Et puis, ça se dévide comme ça. Et tout est tissé comme ça. De fragment à fragment. Désolée, j'ai beaucoup parlé. Et enfin, un roman d'Henry James qui s'appelle L'Américain. Alors, il est traduit par qui, ce roman ? C'est écrit quelque part à Claude Bonnafont. C'est pas la première fois que je lisais quelque chose d'Henry James. J'avais lu il y a quelques années Ce que savait Maisie. Que j'avais déjà beaucoup aimé. Donc L'Américain... Bon. Je me suis fait une première réflexion en le lisant... c'est des... Non, pardon. Je vais commencer par autre chose. En fait, déjà, il faut savoir que c'est un roman qui a été écrit sous forme de feuilleton pour un journal, ce qui explique peut-être le fait qu'il se lise d'une manière vraiment trépidante. Moi, je l'ai avalé très très vite, alors qu'il est assez épais. J'arrivais plus à m'arrêter de lire parce qu'il y a ce côté feuilletonesque, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la première réflexion que je me suis faite, et je ne connais rien à Henry James, donc je vais dire des choses d'une banalité, d'une stupidité incroyable, mais c'est que c'était une sorte de Balzac américain ou anglais ? Américain, Henry James, oui. Ah, il l'a écrit quand il était à Paris. Bon, bref, peu importe. À la fin du 19e siècle.
Donc c'est une sorte de Balzac américain, donc grand analyste des mœurs sociales, etc. Mais au contraire de Balzac, qui se focalise en fait sur des personnages français, donc sur la société française, et très parisienne d'ailleurs, pas uniquement mais quand même beaucoup. Henry James, ce qu'il aime faire, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'il fait dans l'américain, c'est mettre en contact des cultures différentes et voir ce qui se passe. Un peu comme Forster, qui est un écrivain anglais, qui fait un peu la même chose à la même époque. Et du coup, là, on a un Américain grand, baraqué, très américain, qui a fait fortune, qui est parti de rien, puis qui a amassé une énorme fortune, qui est plein d'énergie. Puis il débarque à Paris un jour, parce qu'en fait, il s'est dit, bon, j'ai 40 ans, j'ai plein d'argent, il faut peut-être que j'aille chercher dans la vie ce qu'elle peut me donner d'autre. Mais très pragmatique hein, dans sa démarche, c'est pas un grand rêveur. Et donc, il fait un petit peu les tours touristiques, etc. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est se marier. Et c'est là que ça devient intéressant parce que la femme, il veut le meilleur mariage possible et la meilleure femme possible. Et la femme dont il tombe amoureux, c'est une femme issue de la vieille noblesse française désargentée, naturellement. Et là, on a le gros choc des cultures. On a l'Américain qui est élevé dans une démocratie et pour qui la valeur d'une personne se mesure à sa réussite personnelle et individuelle. Et on a la vieille noblesse française, pour qui la notion d'individu n'a pas trop d'importance, pour qui la valeur d'une personne provient de sa famille, donc de son arbre généalogique, et pour qui surtout un individu ne peut agir en électron libre, mais est toujours dépositaire de l'honneur familial. Et donc là, la famille de cette jeune femme, qui a à peu près 25 ans et qui est veuve, d'un comte ou d'un marquis, j'en sais rien, qui a été très malheureuse dans son premier mariage avec un vieil homme qu'on lui avait imposé, ça va être une rencontre assez intéressante parce qu'au départ la famille hésite parce qu'ils ont quand même beaucoup besoin d'argent et puis cet homme arrive avec une dot considérable et puis en fait à la fin ils renoncent parce qu'ils se disent non c'est pas possible, enfin c'est vraiment trop la honte. Mais ce qui est super intéressant, c'est que Henry James aurait pu se contenter de nous montrer deux systèmes de représentation du monde et de l'univers social antagonistes qui se rencontrent. Mais il nous montre aussi cet Américain qui au début comprend rien, qui comprend pas en fait qu'on se moque de lui, qui comprend pas pourquoi il provoque de la honte chez les gens, etc. Et qui peu à peu va entrer dans les représentations des gens de la noblesse du coup parisienne et va commencer à comprendre le décalage qu'il y a entre les deux. Et donc va agir comme quelqu'un de bilingue en fait, qui va comprendre les deux, voilà, qui va être hyper sensible. En fait à un moment, quand le mariage est encore possible, la famille noble organise une grande réception où elle invite tous les amis, donc tous les nobles du coin. Et l'Américain est là, tout fier, etc., tout pimpant. Et puis en fait, il finit par réaliser au bout de la soirée que tout le monde était profondément embarrassé et profondément poli. Et voilà. Donc c'est super intéressant. En fait, j'ai trouvé ce roman fascinant pour ça. Qu'est-ce que ça provoque en fait quand des gens se rencontrent au travers d'une activité qui est censée les réunir, c'est-à-dire un mariage ici, et ne peuvent pas se comprendre, ne sont pas bilingues culturels. Qu'est-ce que ça provoque? Et j'ai trouvé ça rigolo parce que aujourd'hui en France, bon, il y a peut-être encore quelques sphères pour lesquelles l'arbre généalogique compte, mais je pense qu'on est plutôt basculé du côté américain des représentations des échanges sociaux, je crois. Peut-être que je me trompe. Sûrement. Voilà, j'ai fini cette vidéo de bilan. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices que j'ai aimés cette année dont je vous ai pas parlé. Je pense à Mia Couto, voilà, je peux pas parler de tous, ce serait trop long. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à intervenir en commentaire si vous avez envie d'engager la conversation.